L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Mesdames et messieurs, chers auditeurs de Radio Spoutnik Afrique, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission L'Afrique en marche, consacrée cette fois à deux sujets. La réélection de Lula da Silva à la présidence brésilienne et ce qu'elle annonce de nouveau dans la coopération avec l'Afrique, notamment au sein des BRICS. Ensuite, nous nous pencherons sur la commémoration de la révolution algérienne du 1er novembre 1954 contre la colonisation française. À cet effet, l'Afrique en marche reçoit l'ex-ministre algérien de l'Industrie Ferhat Aïtali et l'historien Ahmed Rouajia. Lula da Silva est de retour au pouvoir au Brésil. Icône de la gauche sud-américaine, l'ex-président l'a emporté face au chef de l'État sortant, Bolsonaro. Après sa victoire, Lula a déclaré que le Brésil, ayant notamment contribué au développement de l'Afrique, était de retour. En effet, durant ses deux premiers mandats, Lula da Silva a réussi à multiplier par 6 les échanges commerciaux entre le Brésil et l'Afrique, passant de 4,2 milliards à 25,9 milliards de dollars. Outre les échanges commerciaux, 60% des dépenses de l'agence brésilienne de coopération au développement ont été allouées à des pays africains. Lula est également un des fondateurs des BRICS en 2009, ayant soutenu avec enthousiasme en 2010 l'adhésion de l'Afrique du Sud à ce groupe devenu les BRICS. Il est constitué actuellement du Brésil, de la Russie, de l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ainsi, le retour de Lula au pouvoir augure-t-il d'une augmentation du poids des BRICS dans la gestion des affaires du monde? Et comment cela va-t-il impacter le continent africain et son développement? Pour répondre à ces questions, l'Afrique en marche reçoit Ferhat Aïtali, ex-ministre algérien de l'Industrie, dans le premier gouvernement nommé par le président Abdelmadjid Tebboune en 2020. Bonjour, monsieur le ministre. Ravi de vous avoir dans cet entretien. Merci pour le temps que vous nous accordez. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Tout aussi enchanté de partager avec vous ces quelques moments d'échange que j'espère fructueux pour nos deux parties et pour merci. les auditeurs. Merci. La première question qui est une question d'actualité, hein, l'actualité oblige, c'est la réélection de Lula da Silva comme président du Brésil. Lula est le président qui a contribué énormément au lancement des BRICS et durant ces deux mandats, il a quand même beaucoup fait pour l'Afrique. Il a visité au moins 27 pays africains, il a aidé dans le domaine de l'industrie, de l'agriculture, mais cette dynamique s'est pas mal ralentie durant le mandat du président sortant. Comment voyez-vous cette réélection? Est-ce que vous pensez que la réélection de Lula peut apporter un coup d'accélérateur à la dynamique des BRICS, notamment dans le contexte actuel? Pour ainsi dire, personnellement, je m'attendais à la réélection du président da Silva. Malgré tous les déboires qu'il a eu déjà précédemment, il a eu quand même beaucoup de problèmes judiciaires, je dirais même de cabale politico-judiciaire, dans ce grand pays d'Amérique latine qui est le Brésil. On va rester déjà au début dans le cadre interne brésilien, parce que le Brésil, ce que beaucoup peut-être ignorent, est quand même un géant industriel, un géant agricole surtout, de par sa superficie, de par la fertilité de ses sols, de son hydrologie quand même qui est importante, mais qui s'est lancé dans le domaine industriel. Le Brésil est arrivé à avoir des groupes industriels qui produisent des avions. Ce n'est pas des essais, c'est quand même une grande compagnie, Bandeirante, Embraer. Donc, ce genre de pays qu'on qualifie d'émergents, mais qui pourrait ne pas être du tout émergent, mais qui a tous les atouts pour devenir une grande puissance économique, doit être d'une manière ou d'une autre gouverné par quelqu'un qui croit en la destinée de ce pays. Quelqu'un qui n'est pas pris en otage par une oligarchie dominante ou par un système où de grosses fortunes locales, de grosses fortunes capitalistiques pourraient orienter la destinée du pays
vers des intérêts éphémères, des intérêts temporaires et surtout des intérêts oligarchiques. Lola était un petit peu, depuis le début du XXIe siècle, l'antithèse justement de cette vision capitalistique du monde. Il voulait un grand Brésil, il le veut toujours d'ailleurs, même le peuple brésilien croit en sa volonté, en ses ambitions. Mais il le voulait aussi en même temps au service du Brésil et pas au service des grandes fortunes. Donc il voulait créer quand même une dynamique économique brésilienne intrinsèque, mais qui ne se déconnecte pas de son environnement naturel, qui justement est le continent le plus convoité de la planète, en l'occurrence le nôtre, l'Afrique, parce que l'Afrique a le bonheur et en même temps le malheur d'être doté de ressources et d'avoir été le dernier pays à s'être libéré de l'emprise coloniale. Donc c'est le dernier continent sur Terre à avoir pu accéder à l'indépendance d'une manière ou d'une autre. Et beaucoup des pays africains nouvellement indépendants étaient déjà initialement déstructurés au plan tribal, au plan ethnique, ou même, je dirais, au plan politique. Et le colonialisme fait perdurer justement cette déstructuration et le néocolonialisme a voulu la pérenniser. Lula da Silva, en sillonnant pratiquement tous les pays d'Afrique, ne l'a pas fait seulement en bon samaritain, mais tout simplement parce qu'il croit qu'un pays émergent comme le Brésil a beaucoup à apporter à l'Afrique, parce qu'à un moment donné, on était équivalent en matière de développement, mais qu'il a aussi beaucoup à attendre de l'Afrique. Moi, personnellement, en tant qu'Africain, j'estime que c'est avec ce genre de puissance émergente, entre autres, il y a aussi le reste des BRICS, qu'on devrait justement créer un groupe d'intérêts économiques communs, et nous avons une destinée commune. Quand on parle de destinée commune, ce n'est pas idéologique, ce n'est pas ethnique, je dirais ça transcende ce qui est traditionnellement admis comme des points communs. C'est une destinée commune parce que nous avons en face une logique qui nous croit qu'en l'accumulation du capital à tous les prix, par tous les moyens possibles et imaginables, et au détriment pratiquement des segments les plus faibles, même ceux qui veulent émerger. Donc, à partir du moment où nous sommes sûrs maintenant que nous avons en face de nous un bloc qui fera en sorte qu'on n'émergera jamais, et il est utile justement de s'allier au niveau africain avec les blocs qui pensent que notre émergence éventuelle ne sera pas une menace pour la leur, mais qu'elle sera complémentaire avec la leur. D'accord. Et dans le contexte créé, donc le contexte mondial engendré par l'opération spéciale russe en Ukraine, et où vraiment ce groupe eurasiatique, notamment sous le leadership de la Russie et de la Chine, mais avec l'élection de Lula da Silva au Brésil, est-ce que vous pensez que l'ancien ordre mondial qui était dominé par les Occidentaux, les Européens, notamment les anciennes puissances coloniales, va quand même ne sera plus, disons, un frein à l'arrivée de nouveaux partenaires que vous appelez vous de souhait et qui pourraient justement lancer quelque chose de sérieux et donner les moyens de développement dignes et décents aux Africains. Vous savez, à travers toute l'histoire de l'humanité, aucun empire ne s'est constitué et n'a perduré sans essayer par tous les moyens d'empêcher une rivalité quelconque. Même Rome a essayé par tous les moyens et a réussi quand même à un moment donné à juguler puis à faire disparaître Carthage, qui était pratiquement la menace du moment pour l'hégémonie romaine. Donc aujourd'hui, on ne va pas dire que les Occidentaux ne seront pas un frein. Ils seront un frein à toute émergence d'une rivalité quelconque, même si elle n'est pas agressive, même si elle a juste tendance à vouloir s'émanciper de cette emprise. Quand on arrive à un certain stade d'emprise sur le reste du monde, et il est difficile d'accepter, il est difficile de croire que quelqu'un vienne réduire cette emprise même d'un tout petit pourcentage. Aujourd'hui, nous avons en face de cet empire justement qui s'est constitué à travers les siècles, parce que ce n'est pas un empire récent. L'Empire occidental, c'est le fruit quand même de conquêtes qui datent du XVe siècle jusqu'à nos jours. Ça change un petit peu de visage, mais ça ne change pas au fond de moyens. Même la canonnière, elle est toujours existante jusqu'à l'heure où je vous parle. Quand il n'y a plus d'arguments pseudo-politiques, c'est les porte-avions qui vont terminer le travail. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il baisse les bras, à ce qu'il laisse tomber la partie comme ça, juste parce qu'on a décidé d'émerger. C'est justement l'occasion de réfléchir à tous les moyens possibles de renforcer le bloc
le plus fort en ce moment, qui émerge justement comme une alternative pour toute l'humanité. Je dirais même pour certains pays occidentaux qui sont considérés comme la cinquième roue de la charrette. Cette alternative qui justement s'affiche comme étant une alternative de groupe et non pas d'empire, une alternative qui ne repose pas sur l'emprise ni d'un groupe, ni d'un sous-ensemble sur le reste de la planète au plan économique, qui se compose justement en ce moment d'un noyau dur qui est les BRICS. Je crois que les membres du BRICS actuels devraient inviter à les rejoindre les pays les plus proches de l'émergence économique, et les pays africains les plus solides économiquement devraient justement essayer de rejoindre ce groupe le plus tôt possible pour essayer déjà politiquement d'annoncer la couleur, si je peux dire ainsi, à l'Occident en disant que game is over, cette logique capitalistique qui permet à 10% de l'humanité de consommer 80% de ses richesses ne tient plus la route. D'accord. Et maintenant, une dernière question sur ce sujet. Concrètement, dans quel secteur vous estimez qu'il est possible que les pays africains établissent des partenariats gagnant-gagnant, les aidant à se développer avec le Brésil, avec la chance donnée par le retour du président Lula? Vous savez, les pays africains ne sont pas homogènes en termes de potentialité, en termes d'atouts et de tradition économique. Donc, certains gagneraient beaucoup justement à faire du partenariat agricole avec un géant agricole et un géant en matière d'industrie agroalimentaire. Donc, le Brésil a beaucoup de choses à apporter comme expérience à l'Afrique, mais aussi, il aimerait bien étendre justement ces exploitations, étendre un petit peu ces activités à un continent qui partage beaucoup de choses avec le continent sud-américain, ne serait-ce qu'en termes de pluviométrie, plus bas que le Sahel, et en termes de nature des sols. Donc, on peut dire qu'à partir du Burkina Faso jusqu'au Congo, le Brésil a un rôle à jouer. Je dirais dans le domaine minier aussi, les Brésiliens, ils sont assez bien étoffés. Ils ont quand même 2 siècles d'expérience en la matière. Donc, ils peuvent apporter leur savoir-faire aux Africains qui aujourd'hui pratiquement donnent des concessions minières à des groupes capitalistiques qui ne rendent pas le 10e, peut-être je dirais maximum, peut-être le 5e de ce qu'ils prennent à ces pays dont sont originaires ces ressources. Mais dans le cadre des BRICS, ce serait mieux parce qu'il y a d'autres membres des BRICS qui sont tout aussi spécialisés dans le domaine minier, qui sont tout aussi intéressés d'ailleurs, comme la Chine et la Russie, pour pouvoir justement prendre en charge de l'exploitation des ressources minières africaines au profit de toutes les parties, à commencer bien sûr par les Africains eux-mêmes qui sont les propriétaires de ces ressources, ce que les Occidentaux refusent justement jusqu'à présent. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, et à tout de suite. C'était Farhat Aïtali, ex-ministre algérien de l'Industrie. Pour notre invité, le retour de Lula da Silva aux affaires du Brésil constitue certainement un nouveau départ à la coopération afro-brésilienne, notamment dans l'agriculture, et un nouveau départ pour le groupe des BRICS, dont fait partie le Brésil. D'ailleurs, le format attire de plus en plus de pays, dont africains. Ainsi, l'Algérie, l'Égypte et le Nigeria ont déjà exprimé leur souhait de rejoindre les BRICS. Nous allons certainement suivre avec vous la perspective du format. Pour l'instant, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Sputnik Afrique. Moi, Kamal Louadj, je vais continuer à débattre avec Farhat Aïtali. La seconde partie de notre émission, l'Afrique en marche, sera consacrée aux réalisations de l'Algérie après son indépendance en 1962 à l'occasion de l'anniversaire de la révolution algérienne du 1er novembre 1954. Restez à l'écoute. Vous écoutez Sputnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Avec mon invité, l'ex-ministre algérien de l'Industrie, Farhat Aïtali, nous évoquerons la marche de l'Algérie ainsi que celle des pays africains vers l'industrialisation et l'indépendance économique, ses réalisations et ses insuffisances. Pour cette seconde partie de notre entretien, Monsieur Farhat Aïtali, on est donc à un jour de la commémoration du 1er novembre 1954. C'est le jour du déclenchement de la révolution algérienne qui a mené à l'indépendance en 1962. Est-ce que vous pensez
Une question, donc, au-delà du débat en général qui s'est répété 1000 fois sur les questions mémorielles, bien que c'est très important, en particulier sur les problèmes qui sont posés d'un point de vue pratique, comme les essais nucléaires ou la restitution des archives et ainsi de suite. Mais moi, j'aimerais bien vous poser la première question. Est-ce que vous pensez que l'Algérie est au-delà de l'Algérie, en regardant tous les pays africains, après 70 ans presque d'indépendance, est-ce qu'ils sont vraiment indépendants ou ils sont toujours pris dans les griffes du néocolonialisme, qui est une mutation du colonialisme et qui les a gardés dans une espèce d'atmosphère colonisée, parce qu'en réalité, ils n'ont pas accédé à la modernité, ils n'ont pas accédé à des pays, au développement nécessaire pour une vie digne de leur population. Vous savez, en ce qui concerne le gros des pays africains, l'Algérie incluse, bien sûr, certaines parties dans ces pays vivent le colonialisme comme une sorte de divorce, pas comme une sorte de libération d'un intrus. Donc, quand on vit une situation de divorce, on a toujours des fois tendance à avoir une certaine affection ou affectivité pour l'ex-conjoint. Donc, il est question de questions mémorielles, il est question de discuter de qui a tort et qui a raison. Sur certains points de détail précis, vous veniez de citer tout à l'heure l'histoire des essais nucléaires et chimiques en Algérie qui ont été faits durant la période coloniale par le colonisateur, et même qui ont été faits après justement de la libération du pays, suite à un accord portant justement sur l'autorisation temporaire de ces essais. Je ne crois pas qu'il y a moyen de négocier justement ce genre de problème en étant en position de faiblesse ou de donner des concessions en contrepartie d'autres pseudo-concessions sur ces problèmes qui, normalement, juridiquement, ne relèvent que d'une seule partie. Donc, la partie qui a fait les essais nucléaires sur les terres d'autrui. Maintenant, si on entre dans les questions mémorielles, dans les arguties juridiques, sur qui a autorisé quoi, sur quelle est la couverture légale de ce qui a été fait, on n'en sortira jamais. Et à chaque fois qu'on pose ce genre de postulat, en face, on nous pose des conditions économiques, justement, de pérennisation de l'indépendance, de la dépendance économique, moyennant quelques concessions sur les questions de mémoire. Moi, je l'ai dit, je le redis, je suis clair. Je n'ai aucune mémoire commune à discuter avec l'intrus d'hier. Chacun sa mémoire. Ils ont leur mémoire et c'est leur droit de l'avoir. Et je pense que dans leur mémoire, ce n'était pas une agression que d'être venu chez eux. C'était une victoire. Une conquête et peut-être même une œuvre civilisatrice. Ça, c'est leur mémoire. Moi, dans ma mémoire, c'est une agression d'une entité étrangère contre mes ancêtres. Donc, à partir du premier jour où ils ont débarqué chez moi, et tout ce qui a été fait de leur part est criminel. Et tout ce qui a été fait de ma part est de la légitime défense. Rien ne se discute après. Je ne suis pas prêt à discuter les détails de qui a tué qui a fait quoi, qui a attaqué le premier, qui a attaqué le dernier. Pour moi, il y a eu une agression. Elle a commencé le 14 juin 1830 sur les places de Sidi Frej. Elle s'est terminée le 5 juillet 1962. Et toute cette agression-là, elle ne mérite pratiquement aucune discussion de détails. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui vous disent, j'ai lu le rapport Stora, il est entré même dans les petits détails de l'insurrection de Philippeville, de Skikda en 1955, pour savoir qui a attaqué le premier, qui a attaqué telle famille, qui a sauvé telle famille. Mais, cher ami, ça ne s'est pas passé à Marseille ou à Dunkerque, ça s'est passé à Skikda. Donc, qui a attaqué qui a été le premier ou le dernier? Je crois que le premier, c'était en 1830. Et tout le reste, il coule de source. Donc, nous ne pouvons pas entrer dans ce piège mémoriel que nous allons discutailler pendant des décennies et rester une jachère industrielle, une jachère économique qui essaie de négocier des partenariats boiteux avec une partie que nous savons pertinemment inapte et incapable de nous proposer un autre modèle que celui de la domination perpétuelle, pour nous et les autres Africains d'ailleurs. Maintenant, il s'agit de l'accepter ou de refuser. Moi, personnellement, je l'ai refusé. D'accord. Donc, en tant que ministre de l'Industrie, moi, j'ai vu l'interview que vous avez, qui est extrêmement intéressante et extrêmement profonde, parce que vous posez la main sur le problème qui a bloqué le développement de l'Algérie, bien qu'elle a eu quand même un certain élan durant le pouvoir de Boumedienne, où il y a eu une volonté d'industrialiser l'Algérie, où il y avait une dynamique d'industrialiser l'Algérie, mais c'est un élan qui a été cassé. On l'a fait sauter en plein vol. Donc,
Vous, en tant que ministre de l'Industrie, en tant qu'ex-ministre de l'Industrie, pouvez-vous nous expliquer quels sont les mécanismes, comment ce néocolonialisme continue à piller les pays du Sud, donc à titre d'exemple l'Algérie, par ces partenariats qui en réalité servent uniquement le côté de l'ex-économie. Je ne peux même pas parler de néocolonialisme parce qu'il n'y a pas de néocolonialisme. Il y a un colonialisme qui se perpétue par différents moyens. L'actuelle visée coloniale, elle utilise exactement ce que l'ancienne variante coloniale utilisait, des supplétifs. Des gens qui, consciemment ou inconsciemment, considèrent que des partenariats avec ces parties-là coloniales, et quand je dis colonial, ça ne veut pas dire celui qui nous a colonisés uniquement. Parce que tous les gens qui ont une logique coloniale, maintenant on me parle des Anglais, si les Anglais ont colonisé l'Égypte ou l'Ouganda ou les Zimbabwe et non pas l'Algérie, ce n'est pas pour autant qu'ils ont des visées plus gentilles envers l'Algérie, vice-versa, bien sûr, les Français avec les Ougandais. La vision coloniale du monde, la vision exploitatrice du monde, elle se manifeste, elle s'affiche dans les agissements, dans les actes, dans la diplomatie agressive de ces pays, et qui se valent tous, moi, à mes yeux. Et je ne pense pas qu'il y en ait un seul, justement, qui pourrait essayer de transformer ces pratiquement, je dirais, victimes et supplétifs en partie de la population en futurs alliés et rivaux économiques ou commerciaux. Donc, c'est idiot. Maintenant, si on parle de transfert de technologie, je ne connais pas beaucoup de gens sur cette planète, y compris moi d'ailleurs, qui accepteraient de faire passer une technologie, un savoir-faire ou un brevet entre les mains de quelqu'un, justement, auquel on vend tout le temps des gadgets, justement, grâce à ces brevets. Donc, personne ne va vous apprendre à pêcher s'il continue à vous vendre du poisson. Autant faire comme les Chinois. Les Chinois, ils ont fait du reverse engineering. Moi, je n'ai jamais entendu parler des Chinois de transfert de technologie. Ils n'ont jamais négocié avec aucune société qui est allée chez eux quand ils ont justement lancé leur émergence économique, un éventuel transfert volontaire de technologie. Il y a des brevets qui s'achètent, il y a des brevets qui se volent, il y a des sociétés qui se copient, il faut avoir les bons ingénieurs. Justement, durant les années 70, le défunt Boumediene, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé par tous les moyens de former à partir des enfants de paysans cette élite d'ingénieurs justement qui pourraient commencer par comprendre certains process industriels, mais qui étaient très performants et qui passeraient justement dans une seconde phase à la copie de ces process industriels, à la production de ces process chez elles. Il n'a jamais été question de ramener un partenaire pseudo-économique et en plus sur nos propres fonds et en espérant que ce monsieur-là va bien avoir la gentillesse de nous laisser tout son savoir-faire en partant, s'il part un jour de toute façon. Et il partira parce que il partira quand il n'y aura plus rien à gratter. D'ailleurs, ils sont en train de relocaliser maintenant là où ils avaient fait des délocalisations. Pour aller profiter de main-d'œuvre à bon marché ou peut-être même de certaines facilités fiscales, d'optimisation fiscale offerte par certains pays, surtout africains. Mais maintenant qu'ils sentent le vent tourner chez eux, ils relocalisent. Même beaucoup de pays de la région en Afrique qui prétendent avoir une industrie, je dirais par exemple, on va essayer l'industrie automobile. Il n'existe pas d'industrie automobile africaine. C'est une blague de mauvais goût. Si jamais les constructeurs occidentaux délocalisent demain, vous allez trouver un terrain vague. Vous n'allez pas trouver les restes d'une industrie ou un savoir-faire industriel et encore moins une marque locale ou un savoir-faire local. Il n'y a que le Nigeria qui a 2 ou 3 marques locales que je dirais peut-être qui sont semi-artisanales, mais qui ont quand même ce mérite d'être des marques locales avec des concepts locaux et un engineering local. Pour le reste, c'est juste des investissements. Ça aurait pu être aussi bien des coffrettes que des voitures, que des hélicoptères. Vous appelez ça comme vous voulez, mais ce n'est pas de la coopération industrielle. La seule stratégie industrielle viable et fiable, nous l'avions dans les années 70, où il était question d'un côté de valoriser nos matières premières et de ne pas les brader, justement, ne pas devenir une sorte de mine à ciel ouvert pour les groupes étrangers, mais de donner justement une capacité de transformation primaire et secondaire à nos matières premières. Donc, nous avons construit les grands complexes sidérurgiques, les grands complexes pétroliers et pétrochimiques. On a construit aussi des industries pour la transformation des produits naturels, comme la laine, pour créer une industrie textile à partir d'un terreau quand même d'élevage qui, à l'époque,
avait déjà les 15-20 millions de têtes d'ovins et les 2 millions de têtes de bovins. Donc, il y avait une vision d'ensemble, il y avait une stratégie dans laquelle, justement, devait s'inscrire en deuxième phase l'inscription de petites et moyennes entreprises locales qui utiliseraient justement cette matière pour créer de la valeur ajoutée locale jusqu'à arriver au produit fini. Maintenant, dans certains créneaux, l'État est allé juste à produire le produit fini. Il est allé pratiquement de l'amont à l'aval. Il est parti de la laine dans la steppe jusqu'au pull vert, en créant de grandes unités industrielles publiques qui plus tard ont coulé et qu'on a accusé justement de ne pas être rentables, alors que rien ne permettait de le dire parce que la clientèle locale existait, les prix étaient très compétitifs du moment que la matière première était locale. Le personnel, même s'il était pléthorique, en le payant, ce personnel-là, il n'utilisait pas ses dinars en les convertissant en devises, il les bouffait ici. Donc, c'était une masse monétaire qui tournait ici et qui permettait quand même un minimum de confort aux ménages locaux. Nous avions aussi, avec nos alliés de l'époque, à l'époque c'était l'Union soviétique, la Chine n'avait pas encore émergé industriellement, lancé des complexes sidérurgiques et surtout le domaine minier. C'est à partir de 1982 que justement, moi, à l'époque, j'avais 19 ans, j'étais encore jeune. J'étais choqué quand même de voir dans un journal qui représente la symbolique de novembre, c'est le journal Moujah, de voir en première page la photo de François Mitterrand et au-dessus écrit un grand ami de l'Algérie. Là, c'est curieux parce que je suis né dans un environnement quand même qui est assez politisé sur l'histoire de l'Algérie. Et tout le monde me disait, même quand j'étais gosse, que ce Mitterrand-là, c'est lui qui avait voté les pouvoirs spéciaux aux parachutistes. Et c'est lui qui avait entamé les exécutions massives de prisonniers par la guillotine. Donc, ce monsieur est devenu le grand ami de l'Algérie. Là, déjà, j'avais senti à l'époque un couac. Il y avait quelque chose qui clochait dans la démarche. Les résultats n'ont pas démenti mon pressentiment. Les résultats, on les voit aujourd'hui. Moi, quand je suis arrivé au ministère de l'Industrie, je n'ai rien trouvé qui soit fait de sérieux, d'utile à ce pays, d'autre que ce que Boumediene avait laissé. Le problème, c'est que j'avais trouvé des ruines de ce que Boumediene avait laissé parce que non seulement ils n'ont rien fait durant 40 ans, mais ils ont passé 40 ans à essayer de casser ce qu'il a fait sans réussir parce que comme son investissement avait quand même un volet social, il employait des gens, il leur était difficile de démembrer tout ce tissu industriel au su de tout le monde et au détriment des employés sans qu'il y ait une réaction qu'ils ne pourraient pas contrôler et maîtriser. Donc, il y a eu toutes sortes de lois, toutes sortes de textes, pouvoir démembrer ce tissu industriel, ça a réussi. Par certains côtés, ils ont démembré tout ce qui était petites entreprises publiques, ils ont démembré des circuits de distribution publique, mais ils n'ont pas réussi définitivement à casser les gros complexes publics, mais qui aujourd'hui, je dirais, sont peut-être moribonds, mais je pense pouvoir les ressusciter. Et puis, je pense aussi faire participer le privé local qui a une vision d'ensemble, une vision stratégique qui s'inscrit dans la vision du gouvernement, dans la relance d'une industrie locale qui fait réellement de l'intégration. C'est ce que je voulais. Je ne voulais pas justement faire cet antagonisme entre un secteur public qui est le seul héritage industriel que nous avons en Algérie et un secteur privé qui est justement l'avenir de ce pays si jamais il s'aligne sur une vision stratégique dans l'intérêt de son pays. Et pas le secteur privé parasitaire qui vous dit non, moi je suis là parce que le secteur public doit disparaître. Celui qui veut faire disparaître un autre secteur pour exister, pour moi il n'a pas le droit d'exister. Si tu es si capable que ça d'exister, tu n'es pas obligé d'attaquer l'autre secteur. Tu peux avancer, faire ton chemin selon nos besoins, selon nos lois et bien sûr selon nos visions. Mais sinon, si tu es obligé de me casser, oui, je vous en prie. Quand vous dites, Monsieur le ministre, qu'il y a eu, qu'on a tout fait pour démanteler ce qui a été fait durant la décennie de Boumediene, est-ce que c'était fait à dessein ou par erreur idéologique parce qu'on était obnubilé par les concepts du néolibéralisme qui était une sorte de, comment dirais-je, qui vendait le rêve de la croissance perpétuelle et ainsi de suite. C'est un mélange de tout ça. C'est un mélange de tout ça. Certains étaient pratiquement intoxiqués justement par cette fameuse doctrine de la croissance perpétuelle. Enfin, la plupart ne savent même pas ce qu'est la croissance dans ses fondements. Parce que moi, je l'avais dit que la croissance, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, c'est une gigantesque supercherie. En réalité, ce n'est pas une addition, c'est une soustraction de ressources.
Quand on compte la croissance à un chiffre ou à deux chiffres, quand on la compte globalement, oui, ça a l'air de gonfler. Mais quand on la compte dans la poche de quelques-uns au détriment de la majorité, c'est une soustraction. Donc, quand on transforme pratiquement des marges commerciales indues, et je dirais même crapuleuses, en valeur ajoutée, pas juste par le simple changement de sémantique, évidemment, il y a une supercherie. Mais d'autres avaient cette volonté délibérée de casser le secteur public. Maintenant, je ne sais pas. Est-ce que c'est sur injonction de parties étrangères, ce qui ne m'étonnerait pas du tout, parce que ils savent que tous les pays qui ont un secteur public sont difficiles, assez difficiles quand même à prendre en charge au niveau justement de la logique capitaliste, à inscrire justement dans cette logique de pillage. Ou bien, est-ce que c'est local? Est-ce que c'est des gens qui, dogmatiquement, ou pour des intérêts personnels ou de groupe, ont décidé de liquider justement ce tissu industriel? Et je vais vous dire, il y avait une loi, la fameuse la 0104, 0401, c'est une ordonnance d'ailleurs, c'est une ordonnance présidentielle, ce n'était même pas une loi, c'est une ordonnance qui portait sur la privatisation. Et c'est de cette ordonnance qu'est né le Conseil des participations de l'État. Le Conseil qui est censé aujourd'hui gérer les participations de l'État dans les entreprises publiques, toutes disciplines confondues, est un conseil qui a été créé spécialement pour privatiser. Il y a eu des privatisations qui relèvent pratiquement du banditisme, il y a des pseudo-privatisations où on a cédé un complexe gigantesque pour un bout de pain, pour le racheter plus tard à 20 fois la valeur de cession. Et en plus, dans une situation calamiteuse, le fameux partenaire à qui on avait cédé avec l'espoir d'en faire un géant sidérurgique, on a fait une ferraille. Et il nous l'a revendu, alors qu'on lui a vendu un complexe qui tournait au prix de la ferraille, il nous a revendu une ferraille au prix du complexe. Comment ils ont réussi justement cet exploit? Maintenant, c'est aux auteurs de cet exploit de se justifier. Moi, quand je suis arrivé, j'ai trouvé que pratiquement le fameux complexe auquel je tiens jusqu'à aujourd'hui, c'est un complexe qui a été conçu à son époque de manière modulaire pour pouvoir produire 2 millions de tonnes de fonte brute et passer justement par phase à 10 millions à l'horizon de 2000. Là, nous sommes en 2022. Il tourne à 220 000, il tourne à peu près à 600 000 en ce moment avec tout ce qu'on a pu réparer dedans. Mais ce complexe-là, c'est pratiquement la copie conforme du fameux complexe Azovstal. 1000 hectares, là, c'est 903 hectares. Ils répondent à la même logique, ils ont été construits d'ailleurs par la même puissance, par l'Union soviétique, selon la même vision de la sidérurgie qui est la base de toutes les industries. Ça, c'est la vision de l'Union soviétique depuis Staline. C'est valable avec la Russie d'aujourd'hui, c'est la vision de l'Allemagne de Bismarck, c'est la vision des Japonais de Meiji, c'est la vision pratiquement de tous les pays qui veulent construire une assise industrielle. Et donc, j'arrive là-bas, je trouve que des gens avaient réservé presque 1000 hectares à ce complexe avec l'idée de les remplir un jour avec un gigantesque complexe qui se trouve pratiquement à 120 km des mines et à 15 km du port. Et le port le plus proche de l'Est, donc des marchés potentiels aussi pour le charbon, parce que les hauts fourneaux fonctionnent en charbon, le charbon venant d'Ukraine, l'Ukraine c'est à l'Est. Disons que les gens qui ont conçu tous cette vision des choses, ils avaient une suite dans les idées. Ce n'est pas quelque chose qui a été implanté là par hasard, comme ça, parce qu'un Wadi ou quelqu'un comme ça a décidé que ce serait à là-bas et pas ailleurs. Ce positionnement là-bas répondait pratiquement à tous les critères qu'aurait choisi n'importe quel patron d'une multinationale pour implanter un complexe. Donc, je retrouve le complexe en déshérence, pratiquement en déstructuration avancée. Et là, quelqu'un qui touche à la sidérurgie, c'est quelqu'un qui touche à l'ambition industrielle du pays. Pour moi, il n'y a pas d'autre industrie. Ce n'est pas les gaufrettes et les petites transformations de chocolat, les limonaderies. Ça, ce n'est pas d'industrie. Ça crée de l'emploi. Mais à quel prix? C'est nécessaire dans n'importe quel pays. Mais à quel taux? On ne va pas envahir le pays de futilité, de producteurs je sais pas quoi, de diabète à long terme et casser l'assiette industrielle. La pétrochimie n'a pratiquement pas avancé depuis qu'ils ont cassé le plan valide. C'est aujourd'hui qu'on est en train de réfléchir justement à lancer de la pétrochimie à des coûts quand même qui ne sont plus ceux des années 80. Si on avait terminé la valorisation de nos hydrocarbures à partir de 79 au lieu de faire demi-tour justement sur les conseils du fameux Mitterrand, aujourd'hui on serait en train ou d'exporter des produits finis ou bien
au moins de transformer localement et de produire beaucoup de nos besoins en plasturgie, par exemple. On produit plastique chez nous, au lieu de les importer. On importe même de la préforme. Donc, parler d'indépendance industrielle et économique de manière globale ne passe pas ni par la précipitation vers des investissements légers, des investissements qui nous collent au port, qui nous obligent à importer les intrants, et en plus importer les intrants de chez ceux à qui on a vendu la matière première pour ces intrants. Donc, une dernière question. Il nous reste 3 minutes. Une dernière question. Donc, l'idée est arrivée, mais j'aimerais poser la question par rapport à la formation, justement, de l'ingénierie, du capital humain ingénieur pour l'industrie. Est-ce que vous pensez que l'Algérie a une école, en particulier des écoles d'ingénieurs ou des universités, qui forment à un niveau où elle peut espérer une main-d'œuvre qui lui donne une indépendance industrielle? Au risque de vous étonner, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est les débouchés qu'il n'y a pas pour cette main-d'œuvre qualifiée. Alors, les universités, les instituts spécialisés, les écoles spécialisées, ça va de l'ouvrier professionnel dans les écoles de formation jusqu'aux grands instituts supérieurs, forment de la main-d'œuvre de qualité qui maintenant travaille ailleurs. Dans le domaine de la pétrochimie et de l'exploration pétrolière, ceux qui sont formés à Boumerdès, les gens les volent à la Sonatrach pour les utiliser dans les pays du Golfe. Et c'est valable dans toutes les filières industrielles. Le problème qui se pose, c'est que nous avons suivi la mauvaise voie. Quand on fait du faux capitalisme et qu'on ramène des contrebandiers pour faire de fausses usines, forcément qu'ils ne vont pas vous recruter la main-d'œuvre qualifiée à un bon prix. Ils préfèrent recruter des manutentionnaires. Lui, il a besoin de manutentionnaires, quelqu'un qui fait une fausse industrie. Pourquoi diable il va payer un ingénieur à 200 000 dinars parce qu'un bon ingénieur, il touche 3 000 euros s'il va dans le plus proche pays voisin. Donc, si vous lui donnez 40 000 dinars, il va pas travailler. Il va travailler, mais bon, le pauvre, il va pas tellement avancer. En plus, vous n'en avez pas besoin. Vous avez besoin d'une sous-main-d'œuvre sous-qualifiée. D'ailleurs, j'avais mis dans la grille d'évaluation des projets un critère de qualité de la main-d'œuvre. Parce que certains, pour faire passer leurs projets pour des projets géniaux, c'est bon. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. C'était très clair et limpide. J'espère qu'on se retrouvera dans d'autres entretiens. Nous avons eu le plaisir d'accueillir sur les ondes de Radio Sputnik Afrique Ferhat Aïtali, ex-ministre algérien de l'Industrie. Selon notre invité, le combat des pays africains pour l'autosuffisance industrielle et agricole est plus que jamais d'actualité à cause de l'état de dépendance à l'égard des économies occidentales malgré les 70 ans d'indépendance. Néanmoins, une chance inouïe s'offre à eux dans le contexte mondial actuel tendant vers la multipolarité dans lequel les BRICS jouent un rôle important. Chers auditeurs, vous écoutez l'Afrique en marche présentée par Radio Sputnik Afrique. Nous recevrons par la suite Ahmed Rouajia, professeur algérien en histoire et sociologie politique à l'université Mohamed Boudiaf de Msila. Je suis Kamal Louadj. Je vous salue de nouveau, chers auditeurs, et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Avec mes invités, nous traitons de la révolution algérienne et son influence en Afrique et enfin de la lutte des pays africains pour sortir des griffes du néocolonialisme, en particulier économique et culturel. Après 60 ans d'indépendance, la révolution algérienne a-t-elle atteint ses objectifs énoncés dans la déclaration du 1er novembre 1954 ? Quel sens et quelle symbolique porte-t-elle encore notamment en Afrique dans le contexte d'un monde qui cherche à mettre fin aux dictats des Occidentaux? Bonjour Monsieur Rouajia, c'est un très grand honneur pour nous de vous accueillir dans cet entretien à l'occasion de la commémoration du 1er novembre 1954 qui, je rappelle, est la date où la révolution algérienne s'est déclenchée contre le colonialisme français. Bonjour. Bonjour, rebonjour. Donc la première question va à la somme symbolique de cette date aujourd'hui. Donc c'est une date qui a lancé la lutte en Algérie contre la présence coloniale française, mais cette date est très symbolique aussi en Afrique
parce que ce mouvement pour l'indépendance en Algérie a inspiré beaucoup de pays dans le continent africain. Alors, par rapport au contexte actuel, c'est mondial qui commence à changer rapidement depuis l'intervention, depuis l'opération spéciale russe en Ukraine. L'architecture mondiale est en train de changer. Pour aller dans ce sens, le président Poutine a déclaré lors du sommet de Valdai que cette dynamique est carrément une dynamique révolutionnaire. Alors, comment voyez-vous le message de la révolution algérienne aujourd'hui dans ce contexte, que ce soit sur le plan interne ou externe? Je pense qu'il y a deux choses qui ne sont pas du tout à mélanger. La symbolique de la guerre d'indépendance qui a conduit au recouvrement de la souveraineté nationale et la conjoncture internationale. Je voulais dire par là que la célébration du 1er novembre 54 est complètement indépendante de la conjoncture actuelle. Donc, bien sûr, vous avez répondu à la question que vous avez posée, à savoir que la révolution algérienne a été le point de départ de la libération de l'Afrique. Elle a donné un exemple à tous les pays africains pour entreprendre la lutte pour leur indépendance. Donc l'Algérie a été depuis les années 60 le phare du tiers-monde et c'est de l'avis de tous les experts mondiaux. Quant à l'intervention du président Poutine dans les différentes conférences et interventions, elle signifie tout simplement que l'ordre mondial est en train de changer. Donc, son analyse s'avère complètement pertinente dans la mesure où tous les pays qui étaient naguère très liés à la France et aux États-Unis et à l'Europe, ils commencent à prendre leur distance vis-à-vis de ces puissances colonisatrices ou amies, parce que ils se sont rendus compte qu'ils ont été l'objet de manipulation de la part de ces puissances mondiales et que la démocratie qu'ils ont essayé d'exporter vers l'Afrique et l'Asie n'a été qu'une farce, qu'une grande tromperie, duperie. C'est pour cette raison que la victoire actuellement de Poutine, ce n'est pas seulement une victoire militaire, mais surtout politique dans la mesure où la plupart des États d'Asie tendent à reprendre les thèses de la Fédération de Russie. Ils ne veulent plus un ordre dominé par une seule puissance, à savoir les États-Unis. Ça, c'est clair et net. Donc, il y a vraiment un changement de l'ordre mondial, grâce, bien sûr, à l'intervention de la Russie en Ukraine. Parce que les Occidentaux, ils n'ont cessé d'empiéter sur les périmètres sacrés traditionnels de la Russie. D'accord. Donc, est-ce que deuxième question, est-ce que vous considérez que la révolution algérienne, avec les principes qu'elle a énoncés dans la déclaration du 1er novembre, a atteint ses objectifs actuellement? Est-ce que l'Algérie est indépendante sur tous les plans ou elle est sortie du colonialisme, de la présence directe du colonialisme, mais elle est encore dans les griffes du néocolonialisme qui est encore beaucoup plus insidieux et vicieux que le colonialisme lui-même? On ne peut pas dire que l'Algérie, elle est dans la logique du néocolonialisme. Je pense qu'il y a un nationalisme très fort chez les Algériens, toutes couches sociales confondues. Il y a un nationalisme très fort et je dirais même très agressif. Et bien sûr qu'il y a une indépendance réelle il y a une souveraineté algérienne, il y a une volonté qui se manifeste de plus en plus chez les dirigeants algériens pour prendre leur distance, je ne dirais pas politique et économique, mais ils refusent de moins en moins la même mise au diktat français ou américain. C'est-à-dire il y a une résistance de la part des dirigeants algériens de devenir autonome, enfin, ils le sont, mais d'obtenir un surcroît d'autonomie et d'indépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Ceci est clair et net, malgré, bien sûr, les lacunes, les insuffisances qu'on peut observer
chez les dirigeants algériens, mais il y a quand même une volonté constante et renouvelée d'être indépendant sur le plan politique et économique. Bien sûr, cette indépendance économique et politique ne s'obtient pas du jour au lendemain, mais elle s'obtient par une stratégie politique, par un renouvellement des énergies nationales, c'est-à-dire culturelles et économiques, et elle progresse de jour en jour. D'accord. Par rapport à la question mémorielle avec la France, c'est une question où il y a un dossier qui patine toujours, mais c'est-à-dire au-delà un peu des différences des approches d'un côté comme de l'autre de la Méditerranée, il y a quand même des dossiers qui sont concrets. C'est-à-dire que si on s'y attaque pas, on ne peut pas dire qu'il y a eu vraiment une volonté de régler ce problème. Alors, je citerai à titre d'exemple les essais nucléaires français dans le Sahara. Jusqu'à aujourd'hui, les Algériens ne savent pas où ont eu lieu tous ces essais et de quelle façon les déchets nucléaires radioactifs se sont éparpillés. Donc, il y a encore danger contre la vie. Il y a la question des archives. Il y a la question de la restitution des crânes des résistants algériens. Et puis finalement, il y a aussi la question des lignes Charles et Maurice dont la France ne remet pas toujours encore les cartes où les mines antipersonnelles ont été semées un peu partout et qui continuent à faire des victimes. Bien sûr que l'armée algérienne a tout fait pour nettoyer ces sols, mais il y a toujours ce problème. Qu'en pensez-vous? D'abord, la question mémoriale, question de la reconnaissance des crimes français en Algérie. Les gouvernements français successifs, ils font 2 pas en avant et 2 pas en arrière, ou plutôt 1 pas en avant et 2 pas en arrière. C'est-à-dire, ni figue ni raisin. Tantôt, ils reconnaissent qu'il y a des crimes, tantôt, ils renient ce qu'ils ont déclaré, et surtout, la question mémoriale, pour eux, elle doit aussi envelopper, regrouper, comprendre plutôt les victimes françaises en Algérie. C'est-à-dire, ils essayent de mettre dans le même panier victimes et bourreaux. C'est-à-dire que pour eux, cette mémoire est partagée, que les victimes sont bilatéraux, hein. Et il n'y a pas que les Algériens qui ont été victimes de la colonisation, mais les Français l'ont été aussi, ce qui est un paradoxe incurable. Le rapport commandé par le président Macron, qui a été rédigé par Stora, c'est un rapport unilatéral. Surtout, pas seulement unilatéral, le pire des pires, c'est qu'il met les harkis, les combattants de la résistance algérienne, les torturés algériens, avec les P-Noirs qui ont joué un rôle dans l'organisation, certains, pas tous bien sûr, dans l'organisation de l'armée secrète, l'OS. Il y a les harkis, il y a l'OS, et tout ce monde est mis dans le même panier, et pour dire, voilà, la réconciliation franco-algérienne, passe par la reconnaissance des victimes des 2 pays. Tout se passe comme si l'Algérie était à l'égal de la France, comme si l'Algérie n'était pas dominée, colonisée, torturée, massacrée. C'est ça le problème de la mémoire la réconciliation qui a été proposée par Macron et ses experts. Donc, il y a un problème. L'autre problème, la repentance qui a été demandée par le président algérien Bouteflika en 2004-2005 devant l'Assemblée nationale française, n'a pas été tenue en compte. C'est-à-dire, on a considéré que cette demande était inadmissible et inacceptable, et puisque le même Parlement avait parlé des aspects positifs de la colonisation en Algérie. C'est-à-dire, c'est comme la France avait apporté la civilisation et non la barbarie, les massacres et le sang et le fer. D'accord. Donc, la question suivante, elle concerne ce mouvement que nous constatons de plus en plus fort et de plus en plus déterminé de pas mal de peuples africains qui ont été des anciennes colonies françaises et qui contestent de plus en plus fort la présence française dans leur pays.
Je citerai le Mali, je citerai actuellement le Burkina Faso, mais on peut aller même au Tchad et au Niger où les gens sortent dans la rue et refusent carrément de voir la présence française perpétuée dans leur pays. À votre avis, pourquoi cet état de fait 70 ans après les indépendances, et est-ce que cet esprit-là est toujours présent au sein de la population algérienne d'un côté, mais aussi j'aimerais savoir s'il y a des faits qui montrent que cette présence au moins de la France qui n'a pas su renouveler sa diplomatie. Visiblement, elle est restée une diplomatie colonialiste. Alors, comment analysez-vous la chose? Le ras-le-bol des Africains, leur désaffection à l'égard de la France, est lié essentiellement, bien sûr, à la présence exploitrice et dominatrice de la France dans les pays africains, et lié aussi à ce sentiment de supériorité, ce sentiment que les Français n'arrivent pas à se détacher de cette mentalité de supériorité à l'égard des Africains. Ils se considèrent toujours en Afrique, des décennies après l'indépendance, comme ces pays étaient des colonies françaises et que les Africains doivent obéir à l'œil, au doigt et à l'œil aux Français. Et ce mépris affiché à la surface de la vie politique et sociale a énervé les Africains, les amis hors d'eux. Donc, ils se sentent méprisés, écrasés, ravalés à ras le sol. Et donc, c'est un déshonneur pour les Africains, mais en même temps, un déshonneur qui se double d'une exploitation économique de leurs richesses. Et maintenant, ils ont découvert au fil des années que leur indépendance n'a été que formelle. Elle n'était pas tout à fait effective. Et donc, les élites militaires comme les élites politiques commencent à se réveiller, à prendre conscience de cette domination française qui sourd partout en Afrique, d'où la révolte de l'élite malienne et ailleurs. Donc, il y a une révolte générale des Africains et d'où la sympathie qu'ils ont éprouvée pour la Fédération de la Russie. Parce que il n'y a pas que les Africains, mais il y a aussi un certain nombre de pays africains et asiatiques, les pays émergents comme la Turquie, le Pakistan, l'Inde et l'Iran, qui reprennent à leur compte les thèses de la Fédération de la Russie. La Russie qui dit stop, on a ras-le-bol d'avoir la même puissance mondiale depuis 1945, qui domine le monde, qui impose ses lois et qui donne des ordres à tous les pays. Donc, à mon avis, il y a un changement politique clair et net au niveau mondial. Il y a un chamboulement, il y a un refus de l'ordre mené par les Américains. Les Américains se sont toujours joués les gendarmes du monde et ce rôle qu'ils se donnent eux-mêmes commence à être contesté par tous les pays du monde. Voilà la vérité. Parmi ces pays, bien sûr, l'Algérie. Mais l'aspect le plus important justement de cette politique néocoloniale, comme je l'ai déjà dit, et qui est beaucoup plus insidieuse et vicieuse, c'est la prise de contrôle des économies africaines. Quand je dis africaine, c'est tout le monde, hein, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne. À votre avis, pourquoi cette domination continue alors que les pays sont indépendants depuis plus de 70 ans? Et comment faire pour en sortir? Non, mais je viens de dire qu'il y a une contestation, il y a une remise en cause de l'ordre colonial. C'est-à-dire il y a des tentatives de s'affranchir de ce néocolonialisme et de cette domination. Et vous avez donné des exemples et j'en ai donné d'autres sur cette fronde générale en Afrique contre ces formes d'exploitation politique et économique en Afrique. Ça bouge, le monde bouge. Donc la notion de néocolonialisme, qu'est-ce qu'elle implique? Elle implique quand les élites politiques et les populations locales acceptent le fait accompli, acceptent le système colonial. Or, là, il n'y a pas de néocolonialisme. Le néocolonialisme est remis en cause
aussi bien par les élites politiques que par les populations qui n'en veulent plus, qui n'en peuvent plus de cette domination coloniale européenne. On le voit tous les jours. Donc, bien sûr qu'il y a des pays qui ne se sont pas totalement affranchis de la domination coloniale européenne, mais elles tentent néanmoins de s'affranchir, de se libérer de ces contraintes pesantes qui pèsent aussi bien sur les esprits que sur les économies locales. Donc, votre question, elle est juste, mais il faut la reformuler autrement, parce que la notion du néocolonialisme suppose l'acceptation de la culture coloniale et de la politique coloniale. D'accord. Une autre, j'enchaînerai avec l'organisation du sommet arabe en Algérie qui commence demain. Et les autorités algériennes ont choisi le 1er novembre comme date de début de ce sommet. Le 1er novembre, donc, il coïncide avec le début de la révolution algérienne. Est-ce qu'il y a une symbolique derrière ça que l'Algérie tente de transmettre ou au moins d'imprégner l'esprit général de ce sommet arabe? Bien sûr, la tenue de ce sommet arabe le 1er novembre 1954 est hautement symbolique pour les responsables algériens, pour les responsables politiques. Cela veut dire quoi? Ça veut dire le 1er novembre pour les Algériens, c'est un acte révolutionnaire contre l'hégémonie occidentale. C'est pas seulement française, c'est une date symbolique qui vise à la fois l'indépendance de l'Algérie, mais aussi le refus de l'hégémonie et de la domination coloniale. C'est une manière aussi de donner l'exemple aux pays arabes qu'ils devraient ou qu'ils doivent choisir cette approche révolutionnaire et patriotique. Deuxième symbolique, c'est aussi un moment de retrouvailles entre les membres de la même famille arabe pour la réconciliation et éventuellement pour l'unité face à l'Occident. Tout en sachant, les dirigeants algériens ne sont pas dupes et savent très bien que la plupart des pays arabes sont dans la dépendance américaine. Ils sont dans une dépendance cruelle et je dirais pour certains d'entre eux, une dépendance servile à l'égard des Américains et des Européens. C'est-à-dire, ils pensent arabes, mais ils agissent sous les ordres et sous l'inspiration occidentale. On les voit avec leur turban et leur chef. Ils sont manifestement arabes, mais ils sont complètement, leurs pensées et leurs actes sont complètement inféodés. Ils sont complètement, moi je le dis en tant que chercheur indépendant, je ne suis pas politique, mais je vois bien que la plupart des Arabes, ils se sont réconciliés avec l'entité sioniste qu'entre eux. Je veux dire, ils ont beaucoup plus de sympathie pour les Israéliens, pour les sionistes qui sont en train d'écraser le peuple palestinien qu'envers eux-mêmes. Oui, l'arabité, oui, le monde arabe. Ce monde arabe, c'est une coquille vide. Elle existe sur le plan virtuel, mais ce monde arabe n'existe pas dans la réalité. C'est un monde écartelé entre plusieurs influences et donc il n'a aucune autonomie de décision. D'accord, c'est très intéressant ce que vous venez de développer, donc je vais enchaîner sur ça. L'Algérie, dans l'élan de la réussite de sa révolution, a joué un rôle déterminant dans le mouvement des non-alignés qui a pesé durant la guerre froide sur les relations internationales. Est-ce que vous pensez que il est possible que l'Algérie ait un rôle de leadership pour justement aplanir un peu les différences entre les différents pays arabes et redonner une espèce de vie à cette organisation dans le cadre du contexte actuel mondial? L'Algérie, elle a les capacités, la volonté de rassembler, d'exercer, de jouer le rôle de leadership au sein du monde arabe et en Afrique. Mais le problème, c'est qu'elle rencontre des obstacles divers d'ordre politique. Par exemple, la question du Sahara occidental empoisonne les relations entre le Maroc et l'Algérie. Donc, il y a de gros malentendus qui n'ont pas été levés, qui persistent encore. Et ça, c'est un obstacle majeur à l'unité
arabe et maghrébine. Donc, il ne faut pas être démagogue, il faut être franc, clair et net. Ce sont des obstacles majeurs dans le sens de l'unité arabe et le renforcement du monde arabe. Et tout cela, toutes ces différences, ces discordes, jouent en faveur de l'Occident. Ça, c'est clair et net. Plus il y a des divisions au sein de ces régions arabes, et plus l'Europe et l'Amérique auront des cartes à jouer pour maintenir et pour mettre en laisse ces États, qu'on le veuille ou pas. Donc, il y a un problème très grave qu'on devrait résoudre entre le Maroc et l'Algérie. Et je pense que nos frères marocains, je dirais pas le peuple marocain, je pense que le régime marocain, et je ne suis pas contre le peuple ni contre le royaume marocain, je dis tout simplement qu'au lieu de prendre à témoin les Nations Unies, d'essayer de résoudre pacifiquement le problème entre les Sahraouis eux-mêmes et de discuter le problème du Sahara dans le cadre des Nations Unies et de résoudre le problème de manière diplomatique et non pas de manière agressive. Le fait de faire venir les bases israéliennes, les militaires israéliens au Maroc, c'est déjà une agression caractérisée non seulement contre l'Algérie, mais contre le Maghreb. Ce que font les Marocains, faire venir les Israéliens et de dire que nous avons des armes israéliennes et des conseillers militaires israéliens, c'est une agression non pas seulement contre le peuple algérien, mais contre le peuple marocain et contre toute la région. Que les Arabes ont fait n'est pas de nature à les unifier. Et donc, la réunion d'Alger, c'est quelque chose de positif, mais elle ne va pas résoudre tous les problèmes qui s'opposent au monde arabe, parce que c'est un monde complètement déchiré, dominé, et se trouve dans une situation d'aliénation encore. Il n'est pas encore libéré, affranchi, parce que le fait que les pays arabes se rapprochent des Israéliens, se mettent, se plient devant la volonté israélienne, c'est pire que d'être dans la dépendance américaine ou européenne. C'est pire encore. D'accord. Le 5 juillet 1962, donc c'était la date de l'indépendance de l'Algérie. La France a laissé un pays à 99% pauvre, à part les villes européennes où vivaient les Européens. Une population qui n'a pas été instruite à 99%, qui ne savait ni lire ni écrire. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pour tous nos auditeurs africains, qu'est-ce que l'Algérie a réalisé dans le domaine de la formation, dans le domaine de la santé, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine des œuvres sociales après son indépendance? Non, mais les Africains, ils le savent. Et d'ailleurs, dans les années 60-70, l'Algérie était la capitale des révolutionnaires du monde entier, des Blacks noirs, des Blacks américains, aux révolutionnaires latino-américains, les Africains, Mandela qui était aussi en Algérie. Et donc, on a qualifié ce pays de phare du tiers-monde. Et tous les pays du tiers-monde le savent. Nous avons des étudiants africains de tous les pays d'Afrique. Il y a des bourses qui sont attribuées non pas seulement aux Sahraouis, contrairement à ce que disent les Marocains, mais il y a des bourses qui sont attribuées à des Africains de la part du gouvernement algérien. Donc, il y a des efforts, bien sûr, qui ont été des efforts considérables qui ont été consentis en Algérie par les dirigeants, malgré la corruption tentaculaire. N'oublions pas que c'est l'argent de la corruption en Algérie qui a été le fait des Algériens. Si elle a été réinjectée, investie en Algérie, l'Algérie serait peut-être aussi développée que la France. C'est que le malheur de l'Algérie, on a connu une classe politique qui a failli mener le pays à la banqueroute. Donc cette corruption en Algérie, il faut la dénoncer et malgré toute cette corruption qui a été observée, qui a été reconnue même par les dirigeants algériens, puisqu'il y a beaucoup d'Algériens corrompus qui sont dans les prisons, il reste beaucoup à faire. Et l'Algérie reste malgré tout un repère, un guide en quelque sorte. Malgré tous ces aspects négatifs que je suis en train d'énumérer, l'Algérie reste dans le tiers-monde le seul pays
qui a acquis une certaine souveraineté. Je dirais 80% de sa souveraineté. Hein. C'est approximatif ce que je dis. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses à faire encore. Il y a beaucoup de choses à régler. Et d'abord, avant de parler de l'Algérie en général, enfin de parler de l'Algérie révolutionnaire et l'Algérie exemplaire, nous devons, nos autres Algériens, faire beaucoup de choses pour changer nos mentalités et notre façon de voir et notre façon de gérer les richesses du pays. Voilà. Avant de donner l'exemple aux autres, il faut que nous-mêmes nous donnons l'exemple de l'honnêteté intellectuelle et politique, la transparence et la franchise. Il ne sert à rien de mentir à nous-mêmes et de dire que nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus beaux, nous sommes les plus forts. Tout ça, ça ne mène nulle part. L'apologie du nationalisme, l'apologie pour l'apologie, c'est pas une bonne chose. On peut être narcissique, etc., mais pas au point d'oublier nos faiblesses. Voilà. D'accord. Puis, dernière question, Monsieur Rouadja. Comment les Algériens fêtent l'Algérien lambda, comment ils fêtent au-delà, c'est-à-dire de la fête officielle qui est dirigée par les autorités, mais comment les Algériens, chez eux, fêtent cet anniversaire du 1er novembre 54? Non, je peux dire, moi je suis observateur du terrain, j'observe, je peux dire que le 1er novembre, l'indépendance fait l'unanimité de tous les Algériens, y compris les corrompus, les voleurs. Ils aiment bien l'Algérie, hein, ils applaudissent, ils aiment Qassaman. Je veux dire, la dose nationaliste, le nationalisme est très fort chez toutes les couches de la population algérienne. Cela ne fait pas de doute. Il y a un nationalisme chez les Algériens très, très exacerbé, malgré le haraga, malgré les problèmes économiques. Il y a un nationalisme profondément ancré dans la tête de la plupart des Algériens et même chez les prisonniers d'Al-Harrach, de Maison Carrée et tout. Il faut être clair et net parce que le nationalisme, c'est un sentiment incrusté dans les tripes et dans les gènes de chaque Algérien. Je vous remercie, Monsieur Rouadja, pour cet entretien passionnant. J'espère vous avoir encore une fois dans une autre occasion. Au revoir. J'espère. Je vous remercie aussi pour l'invitation que vous m'avez lancée et à très bientôt. Vous étiez à l'écoute du professeur Ahmed Rouadja, spécialiste en histoire et en sociologie politique. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Je suis Kamal Ouadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche. Avec mes interlocuteurs, nous avons évoqué le début de la guerre d'Algérie, le 1er novembre, et le jour où l'on commémore l'anniversaire de la révolution algérienne, marquant la lutte contre la colonisation française. Cet anniversaire est choisi par Alger cette année pour organiser le sommet de la Ligue arabe. L'occasion de faire revivre la portée de sa révolution aussi bien dans le monde arabe que dans le continent africain. Nous avons également abordé les progrès du format BRICS dont peut bien profiter l'Afrique. La nouvelle architecture multipolaire du monde offre aux pays africains la chance de s'arrimer à ce groupe à l'heure du retour de Lula au pouvoir au Brésil, un des pays membres des BRICS. Un groupe dont les membres qui représentaient il y a 20 ans 16% du PIB mondial passeront à 40% d'ici 2025 à cause de leur combat pour la souveraineté dans toutes les dimensions à l'égard du diktat occidental. C'est le même chemin tracé par les mouvements de décolonisation africains à leur naissance qui doit s'achever aujourd'hui. C'était Kamal Ouadj. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à la prochaine émission avec d'autres sujets passionnants. Chers auditeurs, à très bientôt.